Natale, dicembre vi ha scelto a primora vesperale, div'amore dispensata, un funesto temporale. Tra i doni e tempesta, ne soffrì la contrada, nuova piana cuminedo, dalla neve accampata. C'era una onda di capre, all'amore te condannata. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le livre-journal de Jacques Trémollet de Villers, assisté de Marie-Vonne, diffusé en direct jeudi 14 novembre 2019 de 18h à 21h et réalisé par Benoît. Bonsoir chers auditeurs et merci d'être. Et nous recevons par téléphone parce que Oui. Il faut qu'elle ménage sa voix et sa santé en vue du déjeuner de dimanche prochain. Notre présidente Dominique Paoli pour l'ouvrage qu'elle a préfacé et postfacé et annoté de Siméon Luce, Jeanne d'Arc à Don Rémy. Aux éditions Via Romana. Aux éditions Via Romana. Alors, si... Dominique, vous êtes en ligne ? Allô ? Oui, allô. Alors, comment... Bon, alors, d'abord, vous allez mieux. Non. Cher Jacques, merci de votre invitation. Je suis désolée de ne pas être dans le studio, mais en entendant ma voix un peu enrouée, les auditeurs de Radio Courtoisie, que je salue bien sûr, n'auront compris, je pense. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous, même par téléphone. Et merci d'avoir... alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes à l'origine de la nouvelle édition du livre de Siméon Luce. Oui, tout La à fait. destination. Et donc, qui est un très, très bel ouvrage et dont on comprend à la lecture et de votre préface et surtout de votre postface combien il vous a enthousiasmé et combien d'ailleurs il est actuel, surtout à la veille de l'année du centenaire de Jeanne, où il y a les deux aspects de Jeanne, la sainte et la politique en même temps, et où Siméon Luce fait une approche très politique, mais dans le sens tout à fait noble du terme de Jeanne, et d'une explication, peut-être pas d'une explication, mais d'une préparation des événements dans son village, dans sa région, et puis dans le royaume de France, qui est un apport extrêmement intéressant à son histoire. Ah oui. Je pense effectivement que cet ouvrage de Siméon Luce était vraiment nécessaire de le rééditer parce que, il était sur Gallica, mais non, tout le monde ne va pas sur Gallica, puis ce n'est pas une lecture facile. Et donc, je pensais que c'était une pierre de base, je dirais, à apporter à l'histoire de Jeanne d'Arc. Et ce qui m'a enthousiasmée, d'abord, il y a un aspect qui m'a beaucoup plu, c'est que je le trouve totalement complémentaire de votre magnifique étude du procès. Vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose qui lie ces deux livres, ces deux ouvrages, et donc je m'étais dit que il était absolument indispensable de faire connaître ces détails de la vie de Jeanne d'Arc jeune, de savoir ce qu'était Don Rémy, pourquoi elle était attachée au roi de France. Et il y avait toute une série d'éléments qu'il était normal de découvrir. Et en plus, ce qui était très important, c'est d'essayer de mettre un peu au point cette histoire de l'image de Jeanne et de ses moutons.
Oui. je dirais. Mais, Mais- qui est Siméon Luce pour nos auditeurs? C'est un grand savant. C'est un grand savant. Oui. Qui est Alors, c'est Siméon? un grand chartiste, c'est Voilà. un major de l'école des Chartes, membre de l'Institut, c'est quelqu'un de... Sous Napoléon III. Tout à fait, oui, oui, puisqu'il a vécu il a vécu Sedan, j'allais dire, dans sa chair, enfin presque, dans son esprit en tout cas. Il a été très profondément marqué par la défaite de Sedan et la chute du Second Empire, parce que, et surtout la défaite vis-à-vis des Allemands, ça a été pour lui un très grand choc. Et d'ailleurs, le livre sur Jeanne d'Arc ne paraît que bien longtemps après. On sent qu'à partir de ce moment-là, il a eu envie de mettre la France sous la protection de Jeanne d'Arc, comme d'autres l'ont fait après Waterloo. Il a vraiment envie de faire quelque chose. En plus, il est l'élève successivement de Michelet, de Quicherat, mais lui, il est passé par le petit séminaire et il n'a pas leur position laïcarde. Et ça, c'est quand même aussi très important. Oui, on voit d'ailleurs qu'il est extrêmement, il a un ton de foi extrêmement spontané et jeune et frais pour un grand savant. On sent que c'est un chrétien pieux, fidèle, mais il se pose en historien. Mais voilà, il essaie d'être neutre Oui. en même temps. Mais c'est justement ça qui est merveilleux, c'est qu'il y a un équilibre entre la grande qualité de ses recherches, qui sont exceptionnelles. Hein. Les sources font un deuxième tome. Hein. C'est vous dire que c'est magistral. Et puis l'équilibre entre ça et puis sa foi qu'il ne veut évidemment pas renier et son admiration. On a le sentiment qu'il s'éprend de Jeanne, tout en expliquant, d'ailleurs, il fait des descriptions où il explique qu'elle était très belle, hein, et mais en même temps qu'elle n'excitait pas le désir. On la trouvait très belle, mais on respectait sa beauté. Il la compare à une tête d'or qui régnait à la cour de Bourgogne. Bon, mais en fait, elle était peut-être plus belle, mais elle était moins... Enfin, elle était plus pure, quoi. Oui, elle était beaucoup plus pure, bien sûr, parce que à qui vous faites allusion, mais surtout, elle était brune. Oui, en plus, elle était brune. Oui. Elle était brune et coupée. Alors, coiffée, elle s'est fait couper, parce que c'était la coiffure dans l'ordre de Sainte-Claire. Elle a respecté ça. Elle était affiliée aux franciscains, à l'ordre franciscain. Et ça a aussi joué un rôle extrêmement important dans sa vie, que décrit très bien Siméon Luce. Ah oui, avec tout le chapitre sur Colette de Corbie. Voilà. Et d'ailleurs, maintenant, certains disent maintenant que l'anneau Oui. qu'on a retrouvé l'anneau, oui. aurait été donné à la mère de Jeanne par Colette de Corbie. C'est une hypothèse, pas une thèse, une hypothèse que j'ai lue il n'y a pas longtemps. Et ça rejoint tout à fait ce qu'il dit, parce qu'en fait, il dit que Colette de Corbie visitait ses couvents, et que, comme le dit Siméon Luce, d'ailleurs, les routes passaient devant Domrémy. Oui. Domrémy n'était pas du tout un petit bled isolé. Non, c'était un grand passage. Voilà. D'ailleurs, on voit que Jeanne, même on le voit dans le procès, que Jeanne a une grande connaissance des tissus. On savait aussi qu'elle aimait beaucoup les beaux tissus. On lui a même reproché son goût des beaux habits. Et donc, on sent que elle a eu cette connaissance probablement par tous ceux qui passaient, que sa mère achetait des tissus, qu'elle les travaillait ensemble. Et donc, il y a alors, Colette de Corbie serait passée plusieurs fois. Oui. Et Isabelle Romée était une très pieuse. Oui. Elle a d'ailleurs fait le pèlerinage du Puy pour le 25 mars. Alors, mais il n'est pas du tout impossible que Colette de Corbie ait donné ses anneaux qui sont Jésus-Maria. Oui, Jésus-Maria. Oui, alors, il y a quand même aussi un moment, d'après ce on en sait aussi de ce que dit Siméon Luce, elles se seraient rencontrées à Moulins en novembre 1429. Oui, il dit elles ont dû se rencontrer. Elles ont dû se rencontrer. Ouais. D'ailleurs, c'est prudent. Oui, prudent, mais c'est probable parce que. Oui.
étant toutes les deux à Moulins en même temps, ayant la réputation l'une et l'autre qu'elles avaient. Et de franciscaines. C'était à peu près vraisemblable qu'elles se voient, oui. Non, mais on sent que... D'ailleurs, quand il décrit et la sainte, et ce qui deviendra Sainte Jeanne d'Arc, évidemment, Siméon Luce les compare en beauté aussi. Il dit qu'elles sont oui, parce que l'une que l'autre. Mais il donne une supériorité, à Jeanne, quand même, dans sa description. Il dit que c'est la plus merveilleuse sainte de tous les temps et de tous les pays. Oui, d'ailleurs, il décrit tout, mais sa taille, on sait pas. Centrale, elle est avec ses moutons. Ah oui, Alors là, et Siméon Luce casse cette histoire. Oui. Mais c'est vrai. Mais enfin, il dit quand même qu'elle a pu, de temps en temps, garder le troupeau. Oui, quand même. Mais c'est-à-dire, il dit qu'elle a pu surveiller l'accompagnement du troupeau, parce que c'était par tour. Chaque famille apparemment importante devait surveiller les troupeaux, parce que c'était le bétail, c'était leur ressource. Et on a le sentiment qu'elle le faisait, que ses parents le lui confiaient ce rôle important quand c'était nécessaire. Cela dit, vous remarquez vous-même dans votre ouvrage que à plusieurs reprises, à au moins 2 reprises, elle a bien dit qu'elle ne gardait pas les moutons. Oui, elle a dit je ne vaquais aux travaux de la maison avec ma mère et je n'allais pas garder les bêtes. Elle le dit carrément. Elle le dit carrément. Mais il arrive de temps en temps que... Parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, il y avait un troupeau communal. Oui, c'est ça, il y avait un troupeau communal. Celui qui a été pris par les pillards... et qui ont fait l'objet de revendications et puis de retour, c'était le troupeau communal et c'était celui qui était en fait de la richesse commune du village. C'est ça. Alors évidemment, d'après ce que j'ai compris, c'était confié à quelqu'un d'important et précisons que le père de Jeanne était doyen de Don Rémy. Donc, oui. Il dit bien que Siméon Luce dit bien qu'il faisait partie des premiers notables de Don Rémy. Oui, Donc elle a été élevée comme une jeune fille de bonne famille, en quelque sorte. Oui, il faut en finir avec la légende qui est éternelle d'une Jeanne qui serait l'émanation d'on ne sait quel peuple théorique, pauvre, nécessairement berger, nécessairement... Et en fait, c'est pas le cas du tout. Elle était... Cher Hilaire, bonsoir. Mais vous avez tout à fait raison. Et je pense que ça a été... Il me semble que ça a été lancé, cette histoire-là, au XIXe siècle, quand on en est revenu au grand amour pour le Moyen-Âge, et où on avait tendance quand même un peu bêtifier par moments. C'est la description de Michelet. C'est la description de Michelet. Et je pense que c'est lui qui lance ça, et qui, comme d'habitude, déforme l'histoire. Oui, mais c'est pas seulement la description de Michelet, parce que l'un des grands adversaires de Michelet, le père Hérole, fait la même chose. Oui. Et lui, il dit même qu'il pense que ses parents étaient serfs. Ce qui paraît absolument impossible vu ce que dit Siméon Luce. Mais du coup, le père Hérole pourfend Siméon Luce en disant que, en fait, c'est un naturaliste, un matérialiste, un laïcard, etc. Et vu d'aujourd'hui, ça paraît quand même assez vain, ces conflits. Mais ça prouve aussi quand même une espèce de passion très forte. Mais on sent que pour le père Hérole et pas mal d'auteurs ecclésiastiques, plus elle était, de conditions basses, et plus même elle était probablement infirme intellectuellement, et plus la gloire de Dieu éclate, en fait. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Oui, Ce qui est quand même absurde, parce qu'elle éclate aussi dans ses dons naturels. Mais elle éclate surtout dans le choix qu'il a fait de Jeanne. C'est ça qui est important. Et puis Jeanne est sa créature, donc ses dons naturels viennent de lui, autant que les dons surnaturels. J'allais dire, il savait ce qu'il faisait en la choisissant. Ben oui. Donc, c'est un peu nul. Non, mais d'ailleurs, Siméon Luce dit lui-même que ce sont ses ennemis qui en ont fait une bergère. Il le dit, lui. Il l'écrit. Non, donc ça, c'est... Oui. Il faut casser cette image de la bergère qui garde ses moutons et la remplacer par une jeune fille de bonne famille, d'un notable de province, un petit notable de province qui a su, en particulier avec une mère qui a su
extrêmement bien élevée. Et puis en plus, je pense comme elle a fréquenté beaucoup les religieux, et les franciscains en particulier, elle a dû avoir une formation religieuse, et même un peu au-delà, qui l'a préparée avec l'intelligence qu'elle avait, son intelligence naturelle évidemment, tout ça l'a préparée au procès, aux réponses du procès. Oui. Mais d'ailleurs, dans le procès, elle dit à un moment, je connais très bien les 12 articles de la foi. Donc ça suppose quand même une bonne décomposition du credo. Enfin, c'est pas n'importe quoi comme connaissance. Mais ce qui est frappant, d'ailleurs, je voudrais revenir dans ce livre. J'allais dire votre livre, mais c'est le livre que vous nous avez donné. Cette description de Don Rémy et de tout le pays. Qui est le pays au sens ancien du terme, qui est très français, très enthousiaste pour le royaume de France. Oui, mais ça, il y a une raison fondamentale pour ça, c'est que Charles V, pour confirmer ce qu'avait fait l'accord qu'avait passé son grand-père Philippe VI de Valois, Charles V a fait une ordonnance en 1365. Il était roi depuis un an, même pas. Et il a fait une ordonnance pour sceller l'union de la châtellenie de Vaucouleurs avec le royaume de France. C'était devenu une terre française, du royaume de France. Donc ça, c'est quand même très important, et on comprend pourquoi Jeanne a pris fait et cause pour le roi de France, puisqu'elle a estimé qu'elle était une Française. Oui, parce qu'en plus, on voit que dans les pays d'à côté, qui ne sont pas sous le gouvernement ou sous l'influence du royaume de France, la vie est quand même beaucoup plus dure. Oui. On va de pillage en pillage, de guerre privée en guerre privée, tandis que là, on a quand même un espace de paix auquel ils sont, qui est d'ailleurs tout le temps menacé, mais auquel ils sont manifestement extrêmement attachés. Hein. Oui, ils n'y coupent pas quand même à un moment, puisque dans Rémy, il y a une incursion des Anglais qui fait que ils sont obligés de se réfugier à Neufchâteau, parce que Don Rémy, c'est une sorte de ville frontière, du Barrois Mouvant et de la Champagne. Oui. Donc, c'est un endroit pas facile. La ville elle-même est coupée en deux. Donc, j'imagine que justement, parce que c'est une ville frontière aussi, Jeanne tient d'autant plus, les habitants de Don Rémy, et Jeanne en particulier, tiennent d'autant plus à cette ordonnance qui en a fait des sujets du roi de France. Oui, d'ailleurs, à Don Rémy même, moi, un habitant m'a montré un endroit, c'est une hypothèse peut-être un peu osée. Le petit cours d'eau. Oui, il m'a montré un endroit, il me disait, le petit cours d'eau, il veut dire, en fait, la vraie maison des Arcs, elle était là. Oui, c'est ça. Parce que Arcs, c'est le pont. J'ai eu droit à la même explication. Oui, Arcs, c'est le pont, et eux, ils étaient là, et lui, il était en fait un peu le receveur du pont. Ah oui, c'est ça, oui. Alors, c'était pour dire que celle qu'on nous montre n'est pas la vraie, mais bon, ça... On voit d'ailleurs sur les tracés géographiques, on voit très bien la ligne de séparation. On la voit très bien, elle est horizontale. On la voit, et elle passe par une espèce de petit chemin, tout près de la Meuse, et puis c'est contre la Meuse. Oui, et d'ailleurs, elle dit elle-même, Don Rémy et de Greux, qui ne se font qu'un. Oui. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Mais vraiment, c'est un cas, comme je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que, au fond, Jeanne, c'est une jeune fille rebelle, parce qu'elle vit dans sa chair, là pour le coup, si je puis dire, les incursions anglaises. Donc elle sait ce que c'est. Même avant d'être chassée vers Neufchâteau, elle a quand même, elle vit, elle est complètement... vraiment dans le coup pour savoir ce que représente l'occupation anglaise. C'est quelqu'un qui est totalement préparé. Oui, c'est ça, il y a une préparation naturelle. Ah, oui. Et il n'y a pas d'opposition entre les voix et puis son jugement personnel qui est établi sur ce qu'elle a vu, connu, compris, entendu et appris. Ah ben non, c'est complémentaire. C'est complémentaire, oui. Et ça, c'est très important de le souligner contre, oui, tout à fait. contre les divagations. Et vous le soulignez très bien dans votre postface, parce qu'en fait,
tout ce que vous citez de Maurras, justement, sur cette harmonie entre la nature de Jeanne et son sens naturel et son sens politique, en même temps que ses voix, il n'y a pas de contradiction. Enfin, même... Non, pas du tout, puisque ses voix lui donnent une double mission. Chasser l'anglais, bouter l'anglais hors de France, et puis ensuite faire sacrer le roi à Reims. Qu'elle impose, alors là, c'est absolument admirable. Son don de persuasion est absolument extraordinaire. Elle a tous ces chefs de guerre qui sont là, et elle arrive à leur imposer la fameuse route de Reims pour aller faire immédiatement sacrer le roi. Oui, alors qu'ils veulent tous partir en Normandie, repousser les Anglais à la mer. Oui, ils veulent rejouer à Zincourt. Oui. Ils veulent leur revanche, c'est normal, oui. Enfin bon. Mais Jeanne, elle pense d'abord aux moyens politiques. Oui, Jeanne. Ce qui prouve qu'elle avait un grand jugement, parce que il y avait ses voix incontestablement, mais elle devait méditer profondément, non seulement sur ses voix, mais sur ce qu'elle savait, et c'était un raisonnement politique qu'elle posait. Ah oui, mais ça tout à fait. On a le sentiment que quand elle allait se recueillir, par exemple, dans la chapelle, dans la crypte de la chapelle castrale de Vaucouleurs, on a le sentiment que là, c'était un recueillement. Il y avait une part mystique, certainement, mais il y avait aussi une part de réflexion. Oui. Il devait y avoir en elle, tout devait se fondre, comme vous le dites. Tout devait se fondre, sa mission divine et la réalité, et puis l'enseignement qu'elle pouvait tirer de ses rencontres avec les religieux. Et tout ça se terminait par une conclusion qui était politique. Voilà. Et non, mais c'est très important de le dire, puisqu'on a tout fait pour couper, sectionner tout le discours sur Jeanne et d'échapper absolument à la conclusion politique qui s'impose et qui est le fondement et de sa mission divine et de sa mission terrestre. Enfin, qui ne font qu'un. On comprend très bien que Maurras se soit emballé pour le livre de Siméon Luce. Bien sûr. Ouais, parce qu'il y a trouvé tout ce qu'il la confirmation, bien sûr, de ce qu'il pensait lui-même de la chose. Oui, oui. J'ai en main, et vous la connaissez certainement, cette petite brochure à l'intention des dames royalistes, et qui commence par une jeune fille royaliste. Exactement. Ah oui, c'est très émouvant d'ailleurs de voir ça tant d'années après. Mais d'ailleurs, quand on voit ce qui rejoint tout à fait l'analyse de Siméon Luce et la vôtre, c'est que quand on regarde quand on réfléchit à ce que Jeanne dit de ce que lui ont dit ses voix, alors évidemment, elle est très réservée parce qu'elle est en face de juges qui sont des ennemis, donc elle ne va pas leur donner des secrets. Mais on sent quand même que les voix, ce qui paraît d'ailleurs tout à fait conforme à ce qu'on pourrait appeler, si on peut dire, la psychologie divine, les voix vont pas dans le détail. Elles lui donnent des indications très générales et ensuite elle laisse faire. Et donc elle laisse travailler son intelligence. C'est manifeste. Parce que même si elle la guide, si on peut dire, le moins possible. Et ça, c'est très vrai. Mais ce qui correspond toujours à ce que Dieu fait dans l'histoire. C'est tout d'elle. C'est tout d'elle. C'est tout de Dieu et c'est tout d'elle. Ah oui, non, mais... C'est un peu comme la grâce d'inspiration des textes sacrés. C'est tout de l'homme et c'est tout de Dieu. Et vous parlez de textes sacrés, justement. Il y a eu chez Siméon Luce et chez vous aussi dans votre livre sur le procès de Rohan, on voit très bien, vous dites bien, que ce qu'elle répond comme parfois, ce sont des écritures religieuses. Vous savez, elle a appris, on sent qu'elle a appris. Ah oui, quand elle dit « si je n'y suis, Dieu m'y mette, si j'y suis, Dieu m'y garde », on dit que c'est une prière du prône que le prêtre récitait avant d'aller célébrer sa messe. Alors, est-ce qu'elle l'a entendu ou est-ce que spontanément ça lui vient? Enfin, c'est merveilleux. En tout cas, l'un ou l'autre, c'est merveilleux. De toute façon, si elle a écouté et entendu, si elle a écouté, entendu, elle l'a retenu. Oui. Je pense que... De toute façon, elle avait une mémoire
stupéfiante. On Ah ouais, le elle voit au est- procès, puisqu'elle dit, vous m'avez dit ça il y a 15 jours, mais non, c'est pas exactement ça que j'ai dit. Donc, oui, elle a la mémoire, ce qu'on Maurras s'appelait une magnifique mémoire d'illettré, mais... Non, c'est pas si les trucs. Ça. On l'avait noté dans le dernier film que nous avons vu. Nous en avions parlé il n'y a pas longtemps. Et ben justement de son intelligence et de sa mémoire dans quand elle répond au procès. J'ai oublié le titre, mais un auditeur va peut-être nous le donner. On en a parlé, Jacques, la dernière fois. C'est le... Attendez. Un film remarquable. Ah ben le film de Patrick Buisson. Oui, peut-être. Ah, oui. Oui, le film de Patrick Passé Buisson à la sur le télévision. procès, que Jeanne, que Dieu m'y garde d'ailleurs le titre. Oui. Et oui, c'est vrai. On voit cette vivacité et cette extraordinaire mémoire. Oui, à ne pas confondre avec l'horrible Besson. Ah oui, non. Non, en revanche, quand on lit Siméon Luce, on a envie quand même de faire un film où il y aurait, si on peut dire un grand spectacle ou un grand extérieur, où on aurait au début, quand même de façon très, très vivante, ce qui décrit de la vie de Don Rémy. De la vie de Don Rémy, de la famille de Jeanne d'Arc, de toutes ces imbrications de Châtellenie qui se battent, qui se réconcilient, puis qui se battent à nouveau. Bref, et puis des Baudricourt qui tiennent comme ils peuvent. Bon, c'est passionnant. Mais puis il y aura tout un aspect absolument. Alors là, je dirais presque royal, qui est la cour de Lorraine, parce que et Nancy. Et avec la présence du beau-frère du futur Charles VII, je dis bien futur parce que pour Jeanne il est toujours le dauphin, tant qu'il n'a pas été sacré. Et il y a vraiment là il y a l'ombre bienfaisante de Yolande d'Aragon, qui est donc la belle-mère du roi, qui est la mère de René d'Anjou, le jeune René d'Anjou, le futur roi René, qui est là, qui a épousé la fille du duc de Lorraine, le duc de Lorraine qui est coup-ci coup-ça avec la cour de France, qui est partagé entre la Bourgogne et la France, tout un imbroglio politique aussi au milieu de cette guerre de 100 ans qui est absolument magistrale. Et ça peut être aussi de très belles scènes de cinéma. Jeanne à Nancy. Avec Jeanne, oui. Donc, avec Jeanne. La cour de Nancy, et ça peut être aussi quelque chose d'assez magnifique. Quand elle, excusez-moi le terme très vulgaire, quand elle engueule le duc de Lorraine. Ah bah oui, et sur ses mœurs et sur sa maladie. Alors maintenant, si vous voulez guérir, alors chassez la jeune femme là, qui est avec vous et reprenez une fille décente. Et... Ouais. Mais en fait, vous avez remis entre la préface et la postface, vous nous avez remis ça, j'allais dire vraiment au goût du jour et au goût de maintenant, au goût de l'année 2020. Ah oui, c'est ça, parce que effectivement, ce centenaire de la canonisation, ça va être, je considère que l'année prochaine, c'est l'année Jeanne d'Arc. Enfin, c'est pas à vous que je dois dire ça, parce que Jacques, vous savez ça mieux que moi, puisque vous présidez une association très glorieuse, enfin. Oui, c'est vrai. Mais qui justement a pour but là, de rappeler aujourd'hui, enfin, nous nous efforçons de faire ça, de rappeler aux autorités civiles qu'il y a une loi qui la décrète héroïne nationale. Et qui fixe sa fête au deuxième dimanche de mai, et qui n'est pas tout à fait, respectée, qui même maintenant est devenu quasiment presque rien, un dépôt de gerbes furtif. Et alors moi, je me suis permis au nom de l'association d'écrire à notre président de la République pour lui dire il faudrait que ce fût dans l'année qui vient, un peu dans toutes les villes. En tout cas, au moins dans toutes les villes joanniques, mais si possible dans toutes les villes de France, la même chose que ce qu'on fait à Orléans. Oui. C'est-à-dire l'unité des autorités civiles, religieuses, militaires, dans la célébration de Jeanne, sainte et politique. Tout à fait. Mais alors, Orléans, ça se passe très bien. D'ailleurs, d'après ce que j'en sais, il y a des choses qui se préparent un peu plus importantes que d'habitude pour mai prochain, pour mai 2020. Mais alors, ça marche beaucoup moins bien à Rouen. Hein.
Alors à Rouen, j'ai l'impression qu'il se passe quand même quelque chose pour le 30 mai. Oui. Oui, il faut bien sûr faire quelque chose. Oui, mais alors il se passe beaucoup de choses à Reims aussi, mais ce sera début juin, d'après ce que j'ai compris. Donc il y a quand même une mobilisation, et il y aura une mobilisation à Paris aussi, bien que Paris soit occupé religieusement par le 1600e anniversaire de Sainte-Geneviève. Mais enfin, Sainte Jeanne d'Arc étant l'arrière-petite-fille spirituelle de Sainte Geneviève, on peut faire quelque chose. Mais non, je sens un véritable frémissement du côté, ça me fait d'ailleurs beaucoup de joie, du côté religieux, pour qu'on fête quand même beaucoup, et très bien, Sainte Jeanne d'Arc. Ah oui. Mais je souhaiterais, je le redis ici d'ailleurs, que ça soit commun aux autorités politiques, qu'on n'ait pas simplement la Vierge chrétienne d'un côté, puis que le chef politique et le chef militaire soient oubliés. Oui, ça, évidemment. Ou ne servent qu'à une promotion électorale. Oui, mais ça... On sait comment ça s'est passé. Ça, c'est possible. Ouais. En tout cas, il y a quand même suffisamment de souvenirs de jeunes dans Paris pour arriver à en faire quelque chose. Il faut fleurir toutes les statues, Vous savez qu'il y a une statue, moi je la vois chaque fois que je viens à la radio, qui est sur le côté avenue Victor Hugo de l'ancienne Saint-Honoré. Oui. Oui, c'est une... nous avons une complicité en cette statue et moi. Chaque fois que je passe devant, et puis j'ai Saint-Augustin aussi. Oui. Mais celle de la place Victor Hugo, du début de la Victor Hugo après la place, elle me fait un petit peu, elle me serre un peu le cœur parce que on l'a l'air un peu oublié dans son coin. Oui, alors justement, vous faites bien de dire ça parce que je me demandais si je n'irais pas un peu voir les autorités de Saint-Honoré-des-Laux pour savoir si on ne peut pas d'abord la nettoyer parce qu'elle est dans un triste état de saleté, et si on ne pouvait pas en faire quelque chose à l'occasion. C'est quand même un édifice religieux, alors si c'est très normal qu'il fasse quelque chose pour cette canonisation. Alors je ne sais pas si elle dépend de la paroisse ou si elle dépend de la communauté de la mairie. Elle est à l'extérieur. Elle est à l'extérieur, mais collée contre... Mais elle est collée contre l'église, mais l'église, c'est les sœurs de Jérusalem, là, c'est pas... Maintenant, oui. C'est plus la paroisse Saint-Honoré-des-Laux. Enfin, je ne sais pas quelle statue. Je vais essayer de voir s'il y a une possibilité d'intervenir, de faire quelque chose. Enfin, un nettoyage de statues, ça ne doit pas aller très très loin. Mais je pense qu'il faudrait le faire, parce que c'est l'occasion plus que jamais, hein. Ah oui, parce que il en va de même d'ailleurs, mais je pense qu'on fera quelque chose à Saint-Denis-de-la-Chapelle, parce que Saint-Denis-de-la-Chapelle, l'ancienne église, qui est quand même très touchante, parce que là, Jeanne a prié. Elle a prié avant l'assaut, et elle a été reconduite après sa blessure, et c'est aussi assez... dans un état qui, d'ailleurs, c'est pas de la faute du clergé. Il y a eu les inondations, il y a eu tout ce qu'on veut. Mais en fait, je pense que là, pour l'année 2020, il y a un programme immédiat. Au moins que si personne ne le fait, que les fidèles, les paroissiens, les fidèles de Jeanne aillent fleurir, tout simplement. Il faut que vous lanciez, que nous lancions le mouvement. Hein. Ah oui, mais je pense la radio est là pour ça aussi, hein, vous savez. Ah oui, mais nous ne nous privons pas de le dire, quoi. Et d'essayer de le dire. Et nous remercions notre présidente d'avoir écrit d'avoir publié ce livre et d'avoir écrit à la fois, de l'avoir encadré comme ça, comme un bel objet dans un bel écrin. C'est très gentil de me dire ça, Jacques. En tout cas, quand même, j'ai pris un grand plaisir à rappeler toute l'histoire de Talamas. Oui. On voit que cette histoire de la fessée de Talamas. Tout le combat des Camelots. Ah, tout le combat des Camelots. Hein. Pour Jeanne. Pour Jeanne, oui. Pour Jeanne, bien sûr. On peut rappeler le titre de l'ouvrage ? Alors, on rappelle le titre de l'ouvrage, allez-y. Alors, Jeanne d'Arc à Don Rémy, de Siméon Luce de l'Institut, préfacé, postfacé et annoté par Dominique Paoli, donc historienne et notre présidente.
à Radio Courtoisie. Voilà, aux J'ai- éditions Via Romana. Via Romana. Alors, j'ai une petite question, mais je pense que vous y avez partiellement répondu, d'une auditrice. Bonsoir à toute l'équipe. Une petite question, en l'absence de portrait contemporain. A-t-on des détails sur le physique de Jeanne d'Arc? Émission toujours intéressante. On a donné quelques éléments du physique de Jeanne Oui, d'Arc. il y a toute une description du physique. Enfin, il y a une description du physique de Jeanne d'Arc dans le Oui. Siméon Luce. Oui, je suis en train de le chercher là. Et Il y a pas sa taille exactement, mais enfin on dit quand même qu'elle est grande, qu'elle est Brune, les cheveux qu'elle est courts. brune, cheveux courts, qu'elle est belle. On l'imagine bien taillé, oui. Oui, qu'elle a une voilà. L'insistance, d'ailleurs, c'est lui qui dit, parce que en fait, il y a un prétendu fiancé qui lui a fait un procès en lui disant, mais enfin, tu m'avais donné ta foi, maintenant il faut m'épouser. Bon, et s'est défendue en disant, j'ai jamais donné ma foi. Et puis ensuite, elle a gagné son procès, bien que ses parents eut dit à son procès qu'ils n'étaient pas contre ce mariage. Donc, elle s'est défendue toute seule. Ouf. Et alors, Siméon Luce dit, l'insistance processive de ce prétendu fiancé, qui du reste n'obtint pas gain de cause, s'explique par la beauté de la fille cadette de Jacques d'Arc. Cette beauté paraît en effet avoir été aussi remarquable que précoce, forte et bien conformée, grande du moins pour son sexe. Tout ça, c'est des citations. Enfin, je dirais, il reprend des choses du temps. Un peu brune de teint, avec les cheveux noirs, douée d'une vigueur peu commune, qui contrastait avec une voix d'une douceur et d'une suavité féminine, noble et modeste à la fois dans son maintien, gracieuse et enjouée dans le commerce ordinaire de la vie, telle elle nous apparaît dans les portraits tracés par les contemporains. Voilà, ça y est. Voilà. On a répondu à cette auditrice. Et alors, il ajoute qu'il y avait à la cour voluptueuse du duc de Bourgogne, Madame d'Or, et elle, donc c'était tout à fait différent. La fameuse avec sa toison. Avec sa toison, qui aurait peut-être été à l'origine de la toison d'or, tellement le duc était épris d'elle. Il était envoûté, là. Il était envoûté, oui. Non, mais il est certain que la Siméon Luce nous apporte des éléments, finalement, exceptionnels. Avoir une description physique de Jeanne d'Arc, c'est quand même extraordinaire, étant donné qu'on n'a pas de portrait d'elle, ou quasiment pas. Ah, c'est vrai, on n'a pas de portrait. On a juste un petit croquis. Mais alors, le croquis n'aurait pas été vrai. Ça ne m'étonnerait pas, parce qu'elle a l'air minable, surtout. Philippe Condamine m'a dit, je me suis fait un honneur et une gloire d'avoir démontré que ce portrait minable n'était pas du tout Jeanne. Voilà. Oui, c'est ça, mais il a totalement raison, parce que vraiment, une espèce de petit bout dans un coin, là, non, mais en tout cas, oui, il y a aussi l'histoire de son étendard avec Jésus Maria, qui est là aussi inspiré par les franciscains. Oui, bah ça on sent qu'il y a vraiment. Ça, il en parle longuement. Oui, c'est très. C'est très, enfin, je veux dire, c'est très captivant. Ah, oui. J'espère que vous restez avec nous. Non, j'écouterai. Vous écouterez, d'accord. J'écouterai tranquillement la suite. En tout cas, je vous remercie. En tout cas, merci beaucoup. Et à très bientôt, peut-être. Voilà. À bientôt, Jacques. Bonsoir, Yves. Bonsoir. A primora vespera